émission. La santé, c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Bienvenue à vous tous dans Dites-nous Docteur, une émission de la santé, une émission qui vous éduque, une émission qui vous permet de découvrir certaines maladies, de prendre des précautions, de savoir comment vivre avec certaines maladies également incurables. Avec moi sur ces plateaux, docteur Yves, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez très bien, docteur? Oui, ça va très bien. Alors, je voulais prendre directement mon docteur parce que nous avons commencé avec un petit retard. Je m'en vais dire merci à ingénieur Tibanda en train de nous assurer de l'autre côté. Je dis également merci aux 4 êtres vivants. Je dis merci aussi à notre père qui est l'apôtre Jimmy Faya. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la goutte, une maladie qui fait souffrir plusieurs personnes. Beaucoup de gens souffrent de cette maladie et ne savent pas sa provenance, ne savent pas de cause, ne savent pas jusque-là pourquoi est-ce que d'où provient cette maladie, que faire pour éviter cette maladie, que faire pour ne pas tomber dans cette maladie et que faire, quel aliment prendre pour nous éviter cette maladie. Nous allons le découvrir aujourd'hui avec Dr Yves Ibanda qui est avec nous sur ces plateaux. Cette émission passe tout le samedi à partir de 8h juste pour terminer à 8h30. Alors, docteur Yves, nous allons parler de la goutte. Bien évidemment, nous allons déjà aborder notre sujet du jour qui est notre maladie, qui est la maladie de la goutte. Alors, c'est quoi d'abord la goutte? Oui, merci pour la parole. La goutte est une maladie métabolique Oui. très fréquente qui est caractérisée par un trouble de métabolisme des purines. Les purines, ce sont des molécules qui participent à l'élimination, qui participent d'abord à donner de l'énergie dans le corps et qui participent aussi à l'élimination de l'acide urique. Donc, pour être explicite, la goutte est une accumulation de l'acide urique dans le sang avec des répercussions sur les articulations et dans les tissus mous. Les tissus mous, c'est relatif aux muscles, c'est relatif à la peau, c'est relatif à tout ce qui est mou dans notre corps. Voilà, en bref. C'est ça. Alors, docteur, qu'est-ce qui provoque cette maladie?
Oui, la cause de la goutte, premièrement, c'est d'abord un déséquilibre entre les apports et les sorties. Alors, la cause, pour bien parler de la cause, la cause sera fonction des types de gouttes. Ouais. Là, on pourra bien scinder les causes parce que nous avons deux types de gouttes. Nous avons des gouttes qui sont primitives et des gouttes qui sont secondaires. Alors, dans les gouttes primitives, c'est purement héréditaire. C'est purement héréditaire. C'est-à-dire, nous avons dans certaines familles où nous produisons de l'acide urique. Il faut retenir une chose que nous tous, nous produisons de l'acide urique de manière constante. Mais ce qui fait que, quand je parle de la goutte primitive, qui est une entité purement héréditaire, c'est-à-dire il y a de ces familles qui, dans les familles, ils sont en train de produire, il y a les individus de cette famille produisent de l'acide urique normalement, mais le problème c'est son élimination. Alors, le problème se pose au niveau de l'élimination. Et il y a aussi des causes, toujours dans les causes primaires ou primitives. Nous avons des gouttes qui sont... on a un déficit enzymatique. Nous avons certaines enzymes, notamment l'HGPRT, qui est une enzyme qui permet de bien équilibrer l'acide urique. C'est quoi l'enzyme, docteur? L'enzyme, par définition, c'est un catalyseur qui permet... Un catalyseur, donc ça facilite... Un catalyseur, c'est-à-dire il facilite que les réactions qui doivent se passer dans notre organisme se fassent correctement. Donc c'est un facilitateur. C'est comme le cerveau? Non, c'est très différent. Le cerveau, c'est un organe. Au niveau du cerveau, nous avons des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des molécules qui permettent à ce que certaines réactions dans notre organisme se fassent correctement. Alors, quand vous voyez qu'il y a, il y a cette déficience dans certaines enzymes, notamment l'HGPRT, qui donne ce trouble de métabolisme au niveau des reins, au niveau de notre ADN, et c'est ainsi que il y a cette perturbation. Soit nous avons, et il faut retenir que quand on a ce déséquilibre-là, au niveau, cette déficience en cette enzyme, on peut avoir des répercussions même au niveau du cerveau. Voilà, la goutte peut atteindre aussi, l'acide urique peut aller atteindre le cerveau. Bon, on verra dans les complications aussi. Alors, on a aussi le deuxième type de goutte, qui est une goutte secondaire, qui est due purement à l'environnement. On a des causes environnementales. Vous voyez... par exemple, nous sommes dans une province qui est purement polluée par les minéraux. Là, on incrimine plus le plomb. Le plomb, vous voyez les tuyaux de la régie des eaux ici. Ce sont des tuyaux qui sont faits en plomb. Alors, le plomb, quand nous sommes plus exposés au plomb, et ce plomb va empêcher que l'élimination de l'acide urique se fasse correctement. Et vous verrez, si vous remarquez actuellement, les tuyaux de la régie des eaux ne sont plus faits en plomb. Donc, le plomb commence à être éliminé progressivement. La régie des eaux utilise maintenant des tuyaux en plastique. Parce qu'ils ont compris que quand on est plus exposé au plomb, il y a différentes maladies qui surgissent, qui se suivent. Nous avons aussi l'alimentation. Nous avons des aliments qui sont riches en base azotée ou en base purique. Et ce sont ces aliments-là qui permettent de produire beaucoup d'acide urique et qui vont créer des problèmes au niveau de l'élimination. Toujours dans les causes secondaires, nous avons aussi les insuffisances rénales chroniques. Vous voyez, tout ce que nous mangeons doit être filtré au travers les reins et éliminé par les urines. Et vous voyez, quand vous avez une insuffisance rénale qui est chronique, donc les reins n'arrivent plus à fonctionner correctement, à jouer leur rôle. Le maintien de l'équilibre de l'homéostasie ou le maintien des troubles hydroélectrolytiques, de filtrer les déchets. C'est parmi les fonctions que joue le rein, filtrer les déchets. Donc tout ce que nous mangeons, les reins les filtrent, tout ce qui est déchets, ça part et nous gardons ce qui doit permettre la constitution de notre organisme. Nous avons aussi une autre cause que je dis d'une cause qui est dite iatrogène. Les causes iatrogènes, c'est-à-dire ce sont des causes qui sont dues ou qui sont des causes qui sont dues au personnel médical. Par exemple, un médecin qui vous prescrit un produit, et ce produit-là vous crée des troubles, crée des perturbations sur votre organisme. Voilà. Soit un infirmier. Par exemple, la quinine. Oui, bon, la quinine, au fait,
un médecin, avant de prescrire la quinine, bon, il y a de ces malades, il y a de ces familles ou de ces personnes qui ne supportent pas de la quinine. Voilà, alors, vous allez voir, vous donner de la quinine à certaines personnes et cette quinine-là va créer des troubles. Soit les urines deviennent trop rouges, voilà. Alors, ces genres de personnes, ce sont des personnes qui sont déficientes en une enzyme et cette enzyme-là qui crée ces problèmes-là, voilà. Alors, je disais, bon, par exemple, la quinine, comme vous avez dit, il y a des infirmiers, les infirmiers qui peuvent, par exemple, au lieu d'injecter le site d'injection, peut-être intramusculaire, c'est dans le cadran externe, je m'excuse, de la fesse, alors lui va dans le cadran interne et là, il peut facilement atteindre le nerf sciatique. Et vous voyez, quand on injecte dans le nerf sciatique, c'est pratiquement une paralysie. Vous aurez du mal à mouvoir votre membre et tout ça. Et là, ce sont des exemples des causes dites iatrogènes. Voilà. Un laborantin, lors d'un prélèvement de sang, il confond les jauges et tout ça. Il prend le sang, votre sang, il le met dans tel fiole et ça crée ces... Alors, c'est ce groupe d'erreurs, ce sont des causes, c'est qu'on les généralise dans les causes dites iatrogènes. Voilà. Les gens, peut-être, vous êtes goûteux, mais on vous donne des diurétiques, parce qu'il y a certains diurétiques. Les diurétiques, ce sont des médicaments qui stimulent la diurèse. La diurèse, c'est relatif aux urines. On vous donne un produit pour que vous puissiez uriner trop et à tout moment. Très souvent, c'est les hypertendus, chez les insuffisants cardiaques qu'on donne ces genres de médicaments-là. Alors, avant de prescrire tous ces médicaments-là, vous devez faire des examens préalables, parce que, pour éviter ces genres de causes. Alors, il y a l'alimentation, je parlais de l'alimentation. On a certains aliments qui sont riches en base azotée, en base purique, notamment les haricots rouges, les viandes rouges, l'alcool. Parce que quand on prend de la bière et vous avez la goutte, vous prenez de la bière, en tout cas, vous ne vendez pas un bon service. Parce que l'alcool, va inhiber certaines enzymes qui permettent au métabolisme de ces bases puriques-là. Donc, vous inhibez. L'inhibition, c'est-à-dire vous ralentissez ou vous détruisez le fonctionnement de cette enzyme pour que l'acide urique soit éliminé. Mais quand vous prenez cet alcool-là, vous êtes en train de détruire ou d'arrêter le fonctionnement de cette enzyme. Vous voyez que ce n'est pas important que quelqu'un qui souffre de la goutte se mette à prendre de la bière. Là, il est en train de se détruire, de s'auto-détruire, comme il faut le dire. Voilà. Donc, docteur, nous pouvons apprendre que parmi les causes de cette maladie, il y a aussi l'exposition restée dans un milieu où il y a trop de minerais. Parce que selon nous, on pensait que c'est juste la consommation de la viande. Non. Les causes sont multifactorielles, donc des causes sont multiples. Vous voyez, surtout dans les causes secondaires, c'est où il y a tout ce que je venais de dire, l'exposition aux minerais, en particulier le plomb, l'alimentation, les diurétiques, dans les causes iatrogènes que je venais d'énumérer là-bas. Voilà, l'alcool. Voilà. Alors, docteur, une personne souffrant de la goutte, quels sont les symptômes? Comment cette personne peut savoir que non, là, je suis en train de souffrir de la goutte, je dois me faire soigner? Quels sont les symptômes, en fait, de cette maladie? Très bien. Au fait, les symptômes de la maladie de la goutte, en tout cas, le prodrome comme le signe principal, vous aurez une douleur au niveau du gros orteil. Au niveau du gros orteil, principalement au niveau de l'articulation métatarso-phalyngène. Donc, c'est l'articulation qui est entre les phalanges et les métatarses, au niveau du gros orteil. C'est là que la douleur débute. C'est une douleur qui débute à telle enseigne que même si vous allez consulter votre médecin, vous lui posez la question, il vous pose la question, c'est une douleur que vous ne pouvez pas oublier. Vous allez lui dire, non, ça a commencé au niveau du gros orteil. Donc, c'est une douleur qui est vive, qui va enfler l'articulation, enfler, c'est-à-dire qui va gonfler l'articulation, qui va rendre l'articulation chaude, qui va rendre l'articulation rougeâtre, avec tous les signes cardinaux de l'inflammation au niveau de cette articulation-là. Alors, il y a ça, et puis vous voyez, quand vous avez mal, c'est tout le corps qui souffre, vous voyez, parce que ça va altérer votre état général,
ça peut créer, donc la douleur peut vous empêcher de manger, mais il faut retenir que les signes, la douleur de la goutte, le signe commence par la douleur au niveau du gros orteil, parce que le gros orteil a un rôle très important dans notre organisme. Parce que le gros orteil, il a un rôle important dans la marche, dans la station debout, dans tous les mouvements que nous pouvons faire en marchant. Donc le gros orteil est très important. C'est vraiment important. Alors c'est par là que les signes, le prodrome commence. Alors docteur, quel est le meilleur remède de cette maladie? Bon, le remède de cette maladie, je préfère aller en deux volets. Oui. Je préfère aller en deux volets, c'est-à-dire en aval. En aval, c'est que nous devons alcaliniser nos urines. Alcaliniser nos urines, c'est-à-dire nous devons boire beaucoup d'eau. Parce que quand nous buvons beaucoup d'eau, nous avons le bicarbonate qui va se former dans les urines, et c'est le bicarbonate qui est une base qui va attirer, qui va sortir l'acide urique, parce que quand il y a une accumulation, c'est-à-dire il y a un trouble entre les entrées et les sorties, il y a ce déséquilibre-là. C'est ainsi que la goutte s'installe. Donc les sorties posent problème, mais il y a toujours les entrées, parce que nous produisons, mais les sorties posent un problème. Alors, ce que nous devons faire, c'est alcaliniser les urines. Les urines, on les alcalinise au travers l'eau que nous buvons. Quand nous prenons de l'eau, nous apportons du bicarbonate dans les urines, et c'est ce bicarbonate qui va sortir cet excès d'acide urique vers les urines et les éliminer. Ça, c'est un premier volet. Un second volet, c'est purement en amont, c'est-à-dire on va lutter, on va chercher à gérer les douleurs que nous avons. Et ce n'est pas n'importe quel antidouleur ou antalgique qu'on donne. Voilà. Il y a la colchicine, la colchicine qui est mieux indiquée, qui est un très bon anti-inflammatoire contre la goutte. Mais ça pose certains effets indésirables, parce que quand la goutte est une maladie métabolique, c'est-à-dire c'est une maladie qui est chronique en permanence. Donc il y a certains effets indésirables que cette colchicine peut poser, notamment vous pouvez avoir des troubles du transit, vous faites des diarrhées, voilà. Faites des diarrhées, et quand vous remarquez que ces troubles de transit, vous avez ces diarrhées qui s'installent, alors là vous devez arrêter avec la colchicine. Vous pouvez prendre l'ibuprofène, qui est aussi mieux indiqué. Ça, c'est pour gérer les douleurs. Mais le traitement de fond, ce sont des inhibiteurs. Donc on va donner de l'allopurinol, qu'on appelle communément Zyloric. C'est un produit qui va inhiber certaines transformations biochimiques. Comme c'est une émission que tout le monde suit, entrer plus en biochimie, ça va peut-être perturber certaines personnes. Alors je préfère être superficiel. C'est-à-dire l'allopurinol là va empêcher qu'il y ait formation de l'acide urique. Voilà, malgré que vous mangez. C'est vraiment ça le traitement de fond. Dans le traitement de la goutte, il faut le prendre sous deux volets. D'abord, il faut alcaliniser les urines. Alcaliniser les urines, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Donc, faire des cures d'eau. Quand vous avez la goutte, il faut faire des cures d'eau. Au minimum 2 litres par jour. Comme ça, vous alcalinisez les urines, et l'excès d'acide urique là va sortir au travers les bicarbonates qui sera formé dans les urines au travers cette eau que vous buvez. Voilà. Là, vous allez stimuler cette sortie de l'acide urique. Le docteur, les personnes vivant avec cette maladie, y a-t-il des conditions alimentaires qu'ils doivent suivre? Oui. Mais aussi, est-ce que ces personnes-là peuvent prendre du jus de citron? Effectivement, dans le traitement, dans le traitement, j'ai parlé d'alcaliniser les urines au travers l'eau. Vous comprenez que c'est une diète déjà, c'est un régime alimentaire que vous devez avoir. Et dans ce même régime alimentaire, il faut éviter de manger des aliments qui sont riches en purine. Les aliments qui sont riches en purine, en base azotée, il faut les éviter. Par exemple, les haricots rouges. Le riz? Non, le riz, il est quand même indiqué. Le riz est indiqué. Il y a des études qui ont démontré récemment qu'on peut manger le riz. Mais plus le riz, plutôt les haricots rouges, les viandes rouges, les abats de poules. Vous voyez les surgelés que nous mangeons, des poules qui viennent, je ne sais pas, de l'Inde, qui mettent beaucoup de temps, qui sont surgelées. Il faut les éviter. Qu'on appelle communément cuisse de poulet sur notre marché ici.
il faut éviter ce genre d'aliments. Il faut éviter de prendre de l'alcool. Il faut éviter les fruits des mers, comme les crevettes, les langoustes. Il faut éviter ces genres il faut éviter de manger les cabris qu'on appelle communément michopo. Il faut éviter de manger On ne peut même pas goûter un peu. Au fait, vous pouvez les goûter, mais si vous savez que vous avez déjà cette exposition-là, il ne faudrait pas les manger parce que tout excès nuit. Tout excès nuit. Parce que quand vous mangez ces aliments en excès, ça va permettre... Parce que nous produisons cet acide urique. Il ne faudrait pas que cet excès-là vienne favoriser que vous puissiez avoir la goutte. Voilà. Donc, il faut les manger avec modération. Il ne faudrait pas les manger en excès. Il y a aussi comment ça s'appelle, les entrailles des chèvres, les entrailles des bœufs, qu'on appelle biamuntumbo en bougie, biamuntumbo en gombe. Ce sont des choses qui sont très riches en base purique. Donc, ils vont stimuler un excès d'acide urique. Et vous voyez, s'il y a tout cet excès, il y aura différentes complications qui vont s'en suivre. Vous avez parlé du jus de citron. Non, le jus de citron, il est très bien indiqué chez les personnes qui souffrent avec la goutte suite à cette vitamine C qui est dans le jus de citron, qui est un très bon antioxydant qui va permettre d'éliminer les radicaux libres que nous avons et que nous allons produire. Donc c'est vraiment important de prendre. Quand vous avez la goutte, prenez du jus de citron. C'est très important. Ah, ok, c'est très important de prendre le jus des citrons. Docteur, quels sont le fruit est-ce la population ou les gens souffrant avec cette maladie doivent avoir aussi des interdits dans de fruits? Par exemple, vous avez dit consommer, prendre du jus de citron est bon pour la santé. Elles peuvent aussi prendre le jus de l'orange, prendre de banane. Est-ce qu'il y a des interdits aussi au niveau de fruits? Non, en fait, il n'y a pas tellement d'interdits et surtout les fruits qui sont riches en vitamine C, ils sont vraiment très importants. Parce que si nous regardons dans beaucoup de nos fruits, il y a beaucoup plus de vitamine C. Nous pouvons les manger, il y a dans les bananes, il y a du potassium. En tout cas, c'est pas un tabou. C'est pas un tabou. Alors, docteur, cette maladie est-elle curable ou incurable? Bon, vous allez voir la plupart des maladies métaboliques, notamment le diabète, l'hypertension, la goutte, l'hypercholestérolémie. Donc, ce sont des maladies métaboliques. Pour le dire, ce sont des maladies qu'on ne guérit pas, mais qu'on stabilise. Voilà. Donc, ce sont des maladies qui sont chroniques, qu'on stabilise. Il faut les stabiliser, mais on ne les guérit pas. Parce que la stabilité, c'est-à-dire, vous n'avez plus de douleurs. Vous voyez, parce que le prodrome de la goutte, c'est la douleur. Parce que la douleur, là, quand on parle c'est insupportable. C'est une douleur insupportable. Ce n'est pas seulement au niveau... Mais il faut retenir aussi, dans la clinique de la goutte, on a ce qu'on appelle aussi des tophus. Les tophus, ce sont des tuméfactions qu'on a au niveau de la peau, au niveau du crâne. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont une tuméfaction là, une boule là, mais qui est indolore. Vous pouvez la toucher. Certaines personnes, vous les voyez sur la ville. Oui. Vous sentez que vous touchez ça. C'est cet excès d'acide urique qui allait se fixer là-bas. Vous allez voir certaines personnes au niveau de leur... comment j'appelle ça? Au niveau du coude là. Le coude, on a le crâne qui est là, mais on dirait encore une tuméfaction là au niveau là du coude là. Voilà. Une tuméfaction. Vous voyez vraiment qu'il y a une adéquation. Quand vous regardez, vous prenez les deux coudes, vous les comparez, mais là c'est plus tuméfié que là. Ce sont des personnes comme ça, ce sont des tophus. Donc quand on incise, on va sortir ces cristaux d'acide urique. Oui. Et c'est même ces cristaux d'acide urique qui ont des complications, des répercussions. Vous voyez, quelqu'un qui a la goutte facilement peut avoir l'hypertension parce que l'acide urique dans le sang, il crée l'acide urique peut créer l'hypertension dans le sens que l'excès d'acide urique ou soit les cristaux d'acide urique, quand il arrive dans le sang, le sang est fait de l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire a pour rôle de produire les substances vasodilatatrices et vasoconstrictrices. Alors, quand il y a cet acide urique dans le sang, il y aura inhibition des facteurs
vasodilatateurs, ce qui fait que nos vaisseaux sanguins seront toujours contractés et la pression, il y aura augmentation de la résistance vasculaire et il y a hypertension qui survient. Et même cristaux d'acide urique au niveau de nos néphrons. Les néphrons, c'est l'unité structuro-fonctionnelle du rein. Donc c'est ça même, ce sont les néphrons qui font que les reins fonctionnent correctement. Or, si ces cristaux d'acide urique se fixent au niveau de ces néphrons là-bas, ils vont stimuler ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Et les médecins, les corps médicaux comprennent que ça va créer l'hypertension artérielle. Donc c'est un peu ça. Docteur, il y a plusieurs couches de la population en train de nous suivre. Certaines n'ont pas su comprendre mieux. En bref, en synthèse, si vous pouvez nous dire avec de mots clairs, qu'est-ce que la population peut retenir? Oui, donc la population peut retenir ceci. La goutte, c'est une maladie. C'est une maladie qui est caractérisée par une accumulation excessive. Donc il y a un déséquilibre entre les sorties, les entrées et les sorties. C'est-à-dire on a une accumulation de l'acide urique dans le sang. Et cette accumulation de l'acide urique dans le sang a pour conséquence d'aller se fixer au niveau des articulations, au niveau des muscles, au niveau des tissus mous. Voilà. Alors, quand ça se fixe comme ça, au niveau des articulations, ça crée des très fortes douleurs. Ça crée des très fortes douleurs. Et cette accumulation, elle est due à quoi? J'ai dit, elle est due à deux causes. On a au type des gouttes. Nous avons des gouttes qui sont dites primitives et des gouttes qui sont dites secondaires. Alors, pour que la population comprenne mieux, j'aurais souhaité parler plus de la goutte secondaire. Parce que c'est là que la population doit comprendre que non, quand nous mangeons beaucoup plus des haricots, les haricots rouges surtout, les haricots rouges, ce sont des aliments qui sont riches en bases uriques. Donc, les bases uriques, donc, ce sont des aliments qui sont riches. Ces bases uriques vont permettre de produire beaucoup plus en excès l'acide urique. Alors, il y a les haricots rouges, les viandes rouges, les bœufs, l'alcool, les fruits des mers. Le vin aussi. Non, le vin rouge, il est bon. Le vin rouge, en tout cas, il est très bon parce que le vin rouge a des propriétés cardiovasculaires. C'est-à-dire ça protège les vaisseaux. Parce que dans le vin rouge, il y a certaines substances qui vont empêcher qu'il y ait formation des caillots de sang dans notre corps, dans notre sang. Alors, ça détruit pour éviter qu'on fasse des AVC, qu'on fasse des embolies pulmonaires. Voilà. Alors, c'est ce qui est principalement la cause de la goutte, donc, que la population peut comprendre. Mais docteur, pour les femmes enceintes, je n'aime pas les écarter, il y a des femmes enceintes qui souffrent avec cette maladie. Y a-t-il des précautions à prendre? Parce que être enceinte, il y a de malaises qui se suivent et avoir encore cette douleur-là au niveau des orteils, c'est très compliqué. Est-ce les femmes enceintes, on leur donne de même médicaments où il y a une guérison ou je peux dire une autre façon de supporter cette maladie naturellement? Oui, la femme enceinte, très souvent, une femme ne peut pas avoir la goutte. Ah, une femme ne peut pas. Non, c'est un exemple. Une femme enceinte ne peut pas avoir la goutte. Mais une fois qu'elle est hypertendue, il y a la goutte qui s'installe. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, l'hypertension artérielle, donc ce qu'on appelle la toxémie gravidique, c'est l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Souvent, il y a cette corrélation. Quand il y a hypertension artérielle chez la femme enceinte, bon, pas forcément, ça peut faciliter aussi que la goutte s'installe aussi. Alors, oui, il n'y a pas d'interaction entre les médicaments, mais à l'époque, on interdisait la colchicine, qui est cette antidouleur-là, qu'on interdisait de donner aux femmes enceintes. Mais maintenant, il y a certaines études récentes qui montrent qu'on peut donner la colchicine, qui est cet anti-inflammatoire-là. À l'époque, on disait que c'était tératogène. Tératogène, c'est-à-dire que ça pouvait créer des malformations. Mais ces études, il y a des nouvelles études qui disent que ce n'est plus tératogène. Alors, chez la femme enceinte, la douleur, c'est une inflammation. C'est-à-dire qu'on a des prostaglandines qui sont là.
Alors, quand on donne des antiprostaglandines, c'est pour éviter la douleur. Chez la femme enceinte, quand, par exemple, vous voyez une femme enceinte, il y a là des malaises, il y a des nausées qui s'installent, il y a tout ça et tout ce que vous venez d'énumérer là. Quand on donne la colchicine, ça a comme effet secondaire la diarrhée. Vous allez voir si une femme enceinte. Non, chez tout le monde. Quand vous les prenez, la colchicine, ça pour effet secondaire, ce sont des diarrhées. Vous voyez si la femme enceinte commence à faire des diarrhées. Les diarrhées, c'est une émission des selles liquidiennes de plus de 5 fois par jour. Donc vous voyez que ça peut créer un déséquilibre. Alors chez la femme enceinte. Et quand la femme tombe, peut-être devient déshydratée, vous voyez que ça va impacter aussi sur le fœtus. Sur l'enfant, comme vous le dites là. Alors, pour éviter que la femme enceinte fasse ces diarrhées-là, on peut basculer en donnant peut-être, mais on peut donner peut-être de l'indocide. Mais l'indocide oui, c'est un anti-inflammatoire aussi. Qu'on donne à la souris. Oui, au fait, on donne ça à la souris pour certains effets. Mais sinon, l'indocide aussi, c'est aussi un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire, c'est ça, c'est un médicament que... Bon. Mais là, chez la femme enceinte, on ne donne pas l'indocide au premier et au deuxième trimestre. Oui, parce que quand vous donnez, on peut donner ça au premier et au deuxième trimestre, mais pas au troisième trimestre. Parce que l'indocide va créer ce qu'on appelle la fermeture précoce du canal artériel. Ce qui fait que l'enfant... Vous voyez, quand l'enfant naît, il pousse un cri. C'est pour permettre qu'il y ait bouleversement. La circulation sanguine que l'enfant avait dans le sein maternel et à l'extérieur, c'est différent. Alors, lorsque l'enfant crie, ça permet l'arrêt. Ça permet qu'il y ait ce bouleversement. Que tout ce qui fonctionnait à gauche soit à droite. Voilà. Mais maintenant, quand vous donnez l'indocide, donc vous fermez ce bouleversement, vous le créez dans le sein maternel. Or, vous allez tuer l'enfant même. Voilà. C'est pourquoi l'indocide, il ne faudrait pas, même chez les femmes enceintes, on l'utilise aussi comme tocolytique. Vous voyez, les femmes enceintes au premier trimestre, au deuxième trimestre, ils ont des menaces. Des menaces, la grossesse veut sortir plus qu'à terme. On donne de l'indocide pour arrêter ces contractions au premier ou au deuxième trimestre, mais pas au troisième trimestre. Voilà. Donc c'est ça chez la femme enceinte. Donc, on peut donner la colchicine, mais si elle fait de la diarrhée, vous arrêtez, vous donnez un autre anti-inflammatoire. Mais il y a comme l'allopurinol qu'on appelle Zyloric qu'elle peut prendre là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas tératogène. Mais docteur, actuellement là, les femmes enceintes sont en train de nous suivre. Elles pensent qu'elles peuvent prendre cet médicament au fur et à mesure. Elles ont des complications, elles souffrent de l'hypertension artérielle et pour ne pas tomber dans la goutte, elles peuvent prendre, c'est dire non, le médecin avait dit nous pouvons prendre l'indocide pour casser cela. Mais faudrait le faire avec l'aide du médecin ou même soi-même? Non, au fait, ce qui est vrai, l'automédication n'est pas bonne. Donc les femmes enceintes qui nous suivent, tout comme les personnes qui nous suivent, nous parlons d'une manière superficielle parce que nous parlons pour que toute la population, intellectuelle ou pas, nous comprenne. Mais si vous avez ce genre de complications, allez voir le médecin. Consulter un médecin. Un médecin qui va vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais là, c'est d'une manière générale afin que toute la classe, toutes les couches de la population puissent comprendre ce dont on est en train de parler. Mais sinon, si vous avez des problèmes, vous avez l'hypertension, femme enceinte, vous avez l'hypertension, ce n'est pas n'importe quel antihypertenseur qu'il faut prendre. Ce n'est pas n'importe quel antihypertenseur. Il y a des molécules qui sont mieux indiquées chez la femme enceinte et les autres c'est ça. Donc c'est mieux d'aller consulter un médecin. Vous avez ces genres de symptômes, vous avez la goutte, l'hypertension, vous êtes enceinte, allez voir votre gynécologue. Voilà. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que je peux ajouter, c'est juste de sensibiliser encore la population. C'est très important, c'est vrai, faire un bilan sanguin, actuellement, ce n'est pas facile. Mais bon, je sais qu'avec, actuellement, je disais, actuellement, il y a ce qu'on appelle, il y a une politique qui est en train d'être mise ici au pays, qu'on appelle la couverture santé universelle. Donc, je sais que bientôt, là, ça ira, mais pour l'instant, si vous avez un peu de moyens, essayez de faire toujours des checks, peut-être tous les 3 mois,
si vous avez la possibilité tous les 2 mois pour évaluer comment est-ce que votre corps fonctionne. Parce que si vous êtes, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Si vous ne savez pas comment votre corps fonctionne et vous êtes en train d'ingérer des aliments qui ne sont pas bons et tout, bon, vous voyez les conséquences. Donc, tout ce que nous pouvons manger, donc on les mange avec modération. Voilà. Okay. Merci docteur, c'est un plaisir pour nous de vous revoir encore une fois de plus aujourd'hui. Hier c'était la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance. Nous l'avons passé ici sur notre plateau, dans plateau spécial. C'était avec docteur, il nous a quand même donné l'historique sur le plan sanitaire. C'était un plaisir docteur de vous avoir hier. Alors la fête continue, je souhaite bon anniversaire aux Congolais, nous qui font notre indépendance. Merci à toi, ingénieur Tibanda, merci d'avoir assuré, merci pour le cadrage. J'ai dit également merci aux 4 êtres vivants. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Nous vous donnons le prochain programme pour le samedi à 8h juste. Donc on est là de 8h juste jusqu'à 8h30 en train de vous parler de la santé. Moi c'est Gracia Kayumba que vous avez le réel plaisir de voir à la présentation de Dites-nous docteur. Je vous souhaite quoi? Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve prochainement. Restez scotchés sur les antennes de Faya Télévision et Radio.